Elle s'est plainte du propriétaire de l'hôpital, sans savoir qu'elle le massait lui-même. À la fin de la séance, il a dit « J'ai aimé, tu es engagée comme épouse ». En touchant son épaule, elle a vu une cicatrice qu'elle connaissait depuis l'enfance. Elle a murmuré un prénom par erreur, et il s'est figé en l'entendant. Au cœur des monts de Rocheville, où les montagnes embrassaient le ciel et l'air pur renouvelait l'âme, se trouvait la petite commune de Ville-des-Eaux. C'était là, entre cascades cristallines et forêts préservées, qu'Émilie Durand avait trouvé son refuge. À 35 ans, elle s'était construite une vie simple mais gratifiante, se consacrant à l'art du massage thérapeutique dans un petit studio au centre-ville. L'espace bien-être, comme elle appelait affectueusement son lieu de travail, était un oasis de tranquillité. Des murs au ton pastel, l'arôme d'huiles essentielles flottant dans l'air et une musique douce créaient l'atmosphère parfaite pour ceux qui cherchaient un soulagement à leur douleur physique et émotionnelle. Émilie ne maîtrisait pas seulement les techniques de massage, elle possédait le don du toucher qui guérit. « Vos mains sont bénies », disait souvent Madame Josette, une dame de 78 ans qui venait chaque semaine traiter son arthrite. « C'est comme si vous pouviez sentir exactement où se trouve la douleur. » Émilie souriait avec humilité. Elle avait beaucoup étudié, suivi des cours de spécialisation, mais savait que son véritable talent venait de quelque chose de plus profond, une connexion presque intuitive avec le corps humain et ses besoins. Ce matin d'automne, la journée commença comme n'importe quelle autre. Émilie arriva tôt au studio, arrangea les serviettes, vérifia les huiles essentielles et prépara l'environnement pour accueillir Monsieur Jules, son premier client de la journée. Son agenda était complet, comme d'habitude, une bénédiction. Pour quelqu'un qui, 5 ans auparavant, était arrivé dans cette ville sans connaître personne, seulement avec le rêve de recommencer. Le téléphone sonna alors qu'elle venait de terminer la séance avec Madame Josette vers midi. Espace. Bien-être, bonjour. Émilie à l'appareil. Bonjour, Madame Durand. La voix masculine à l'autre bout était grave et formelle. Je m'appelle Paul Mercier, assistant personnel du docteur Henri Beaulieu. Le docteur souhaiterait faire appel à vos services de massage thérapeutique aujourd'hui à 19 h à son domicile. Serait-ce possible? Émilie hésita. Elle faisait rarement des soins hors du studio et jamais aussi tard. Docteur Beaulieu, le propriétaire de l'hôpital Nouvelle Vie? Exactement, madame. Le docteur souffre de douleurs dorsales dues à un excès de travail et a entendu d'excellentes recommandations sur vos techniques. L'hôpital Nouvelle Vie était le plus moderne de la région, inauguré il y avait à peine 2 ans. Il avait apporté à Ville-des-Eaux des traitements auparavant disponibles, uniquement dans les capitales. Le docteur Henri Beaulieu était une figure presque mythique pour les habitants. Peu le voyaient, mais tous parlèrent de lui comme d'un visionnaire de la santé. Je comprends, mais normalement, je ne fais pas de soins à domicile après mes heures de travail. Le docteur est disposé à payer le triple de votre tarif horaire habituel. Paul fit une pause. Et je peux vous garantir que la résidence dispose d'un espace adéquat pour la séance, avec tout l'équipement nécessaire. Émilie regarda par la fenêtre du studio. Les montagnes au loin semblaient l'appeler pour une aventure. Quelque chose dans cette invitation la touchait d'une manière inexplicable. Où se trouve la résidence du docteur Beaulieu? Sur la route de la montagne, kilomètre 12, manoir des Tilleuls. J'enverrai un chauffeur vous chercher à 18 h 30, si vous préférez. Le taux c'est manoir des Tilleuls. Tout le monde à Ville-des-Eaux connaissait cette propriété imposante, construite au point le plus élevé de la ville, avec une vue privilégiée sur la vallée. La curiosité l'emporta sur ses réserves. Le chauffeur ne sera pas nécessaire. Je connais le chemin et j'ai une voiture. Je serai là à 19 h. En raccrochant, un mélange d'excitation et d'appréhension s'empara d'Émilie. Pourquoi un homme si important et ayant accès aux meilleurs professionnels de santé du pays la choisirait-elle pour une séance de massage? Qu'est-ce qui l'attendait dans ce manoir? Le reste de la journée se déroula à un rythme accéléré, Émilie étant partagée entre les soins aux clients habituels et les pensées concernant la rencontre nocturne. À 17 h 30, elle ferma le studio et se dirigea vers le petit appartement où elle vivait, à quelques pâtés de maison de là. Sous la douche, elle laissa l'eau tiède détendre ses muscles, se préparant mentalement et physiquement pour ce qui allait venir. Elle choisit des vêtements discrets et professionnels, pantalon noir, chemisier blanc en coton
et un blazer léger. Elle prépara sa mallette avec des huiles essentielles, des serviettes supplémentaires et tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Tandis qu'elle conduisait sur la route sinueuse qui menait à la partie haute de la montagne, Émilie ne pouvait empêcher les souvenirs de sa vie antérieure d'envahir ses pensées. Née dans une petite ville de province, elle avait grandi dans un orphelinat après avoir perdu ses parents dans un accident alors qu'elle n'avait que 5 ans. De son frère cadet, séparé d'elle pendant le processus d'adoption, il ne restait que de vagues souvenirs et une photo jaunie qu'elle portait toujours sur elle. La vie n'avait pas été facile, mais Émilie avait trouvé dans le massage non seulement une profession, mais un but. Chaque personne qui sortait améliorée de son studio représentait une petite victoire, une confirmation qu'elle était sur la bonne voie. Maintenant, quelque chose lui disait que cette invitation inattendue pourrait changer le cours de son histoire. Les portails du manoir des Tilleuls s'ouvrirent automatiquement quand elle s'approcha. Une longue allée de tilleuls, encore sans fleurs à cette époque de l'année, conduisait à une construction imposante d'architecture contemporaine, parfaitement intégrée à la nature environnante. De grandes fenêtres en verre reflétaient le soleil couchant, donnant au manoir un éclat doré presque magique. Émilie se gara près de l'entrée principale, où un homme d'environ 50 ans, habillé formellement, attendait. « Bonsoir, Madame Durand. Je suis Paul Mercier, assistant du docteur Beaulieu. Bienvenue au manoir des Tilleuls. Bonsoir, Monsieur Mercier. Merci pour l'invitation. Le docteur vous attend. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. » L'intérieur du manoir était encore plus impressionnant que sa façade. Émilie traversa un vaste hall d'entrée décoré d'œuvres d'art contemporain et de mobilier élégant. Paul la conduisit le long d'un couloir menant à l'aile est de la maison, où une double porte en bois sombre s'ouvrit pour révéler un espace qui la laissa sans voix. C'était un studio de massage complet, avec un éclairage doux, des diffuseurs, d'arômes éparpillés dans l'environnement, une table de massage professionnelle au centre et une vue spectaculaire sur la vallée à travers d'immenses fenêtres. Toute la salle semblait avoir été conçue pour procurer paix et bien-être. Le docteur a fait préparer cet espace spécialement pour la séance d'aujourd'hui, expliqua Paul. Il viendra dans quelques minutes. N'hésitez pas à organiser votre matériel. Seule dans le studio, Émilie prépara la table avec des draps propres, sépara les huiles qu'elle utiliserait et ajusta la musique d'ambiance. Tout en travaillant, elle ne pouvait éviter la sensation que cet endroit, d'une certaine manière, lui était familier, comme si elle y avait déjà été dans une autre vie. La porte s'ouvrit doucement et un homme grand, à l'allure élégante, entra dans le studio. À 40 ans, Henri Beaulieu avait des yeux verts pénétrants, des cheveux sombres avec des fils gris aux tempes et une présence qui remplissait immédiatement l'environnement. Il portait des vêtements simples, pantalons de jogging et t-shirt, adaptés pour la séance de massage. « Bonsoir, Madame Durand, dit-il avec un sourire discret. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. » À ce moment, quand leurs regards se croisèrent pour la première fois, quelque chose d'inexplicable se produisit. Un courant électrique sembla parcourir le corps d'Émilie et elle eut l'étrange sensation qu'elle connaissait déjà cet homme d'une certaine façon. Dans ses yeux verts, il y avait quelque chose de vaguement familier qu'elle n'arrivait pas à identifier. « Le plaisir est pour moi, docteur Beaulieu, » répondit-elle, essayant de maintenir son professionnalisme malgré l'émotion inexplicable qu'elle y ressentait. « Je suis ici pour vous aider. » Henri s'approcha avec des pas lents comme s'il mesurait chaque mouvement. Il y avait une tension dans ses épaules qu'Émilie identifia immédiatement, signe de quelqu'un qui portait non seulement le poids des responsabilités, mais aussi une douleur physique considérable. « Paul m'a informé que vous souffrez de douleur dorsale », commenta Émilie, assumant naturellement son rôle professionnel. « Depuis combien de temps ressentez-vous cet inconfort ?»« Des mois, peut-être des années », répondit Henri, passant la main sur la région lombaire. Le travail à l'hôpital exige de nombreuses heures debout pendant les chirurgies et les procédures. Ajouté au stress administratif, eh bien, le résultat est là. Je comprends. Je vais devoir vous poser quelques questions avant de commencer pour personnaliser le traitement. Pendant l'anamnèse, Émilie découvrit qu'en plus des douleurs lombaires, Henri souffrait de migraines, fréquentes et de tensions dans les épaules. Il travaillait environ 14 heures par jour, prenait rarement des vacances et bien qu'il connaisse les risques de l'excès de travail pour la santé, négligeait ses propres limites. «
Vous devriez suivre les conseils que vous donnez certainement à vos patients, docteur, observa Émilie avec un léger sourire. S'il vous plaît, appelez-moi Henri, répondit-il, lui rendant son sourire. Et vous avez raison, j'ai toujours été meilleur pour prendre soin des autres que de moi-même. Il y avait quelque chose dans la façon dont il avait dit cela qui toucha Émilie profondément. C'était comme si elle avait entrevu pour un instant, au-delà de la façade du médecin accompli, la personne réelle, avec ses vulnérabilités et ses contradictions. Vous pouvez vous allonger, s'il vous plaît. Je vais commencer par des techniques de relaxation avant d'aborder les points les plus douloureux. Tandis qu'Henri s'installait, Émilie prépara un mélange d'huiles essentielles de lavande et de romarin. L'arôme remplit l'environnement, créant une atmosphère encore plus propice à la relaxation. Avec des mouvements précis et assurés, elle commença le massage par le dos, sentant sous ses doigts les nœuds de tension accumulés. « Comment êtes-vous arrivé à Ville-des-Eaux » demanda Henri, la voix légèrement étouffée par la position. « D'après votre accent, je perçois que vous n'êtes pas d'ici. »« Je viens de province, mais j'ai déjà habité dans plusieurs villes, » répondit Émilie, concentrée sur un point particulièrement tendu près de l'omoplate. « Je suis arrivée ici il y a 5 ans, cherchant un nouveau départ. Un nouveau départ, quelque chose dont nous avons tous besoin de temps en temps. » La conversation coulait naturellement pendant qu'Émilie travaillait. Henri raconta sa décision de construire l'hôpital Nouvelle-Vie à Ville-des-Eaux, contrariant les conseillers qui insistaient qu'une petite ville ne supporterait pas un projet de cette envergure. « J'ai grandi dans une ville de province où il n'y avait pas d'accès aux traitements spécialisés, » expliqua-t-il. « J'ai vu des gens souffrir parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se déplacer vers les grands centres. Quand j'ai eu l'opportunité de faire la différence, j'ai choisi cet endroit pour son potentiel thérapeutique. Air pur, eau thermale, nature préservée, l'environnement idéal pour ceux qui cherchent la guérison. C'est une vision admirable, commenta Émilie, surprise par la sincérité de cet homme qu'elle connaissait à peine. Et vous? Qu'est-ce qui vous a spécifiquement amené ici? Émilie hésita. Elle parlait rarement de son passé, surtout avec des clients, mais quelque chose chez cet homme inspirait confiance. J'ai toujours eu un rêve récurrent d'un lieu dans les montagnes, une vallée avec des cascades, où je me sentais en paix. Quand j'ai découvert Ville-des-Eaux lors d'un voyage, c'était comme si j'avais trouvé le décor de mes rêves. J'ai décidé de rester. Henri resta silencieux pendant quelques instants avant de dire « Intéressant comme certains lieux semblent nous appeler, comme si nous y avions déjà été auparavant. » La séance continua pendant plus d'1 heure. Émilie se rendit compte que plus elle travaillait sur le corps d'Henri, plus elle ressentait une étrange familiarité, comme si leurs énergies se reconnaissaient. C'était quelque chose qu'elle n'avait jamais expérimenté avec aucun autre client. Quand elle termina finalement, Henri semblait transformé. La tension avait quitté son visage, remplacé par une expression de soulagement authentique. « C'était extraordinaire, dit-il, s'asseyant lentement sur la table. « Je n'ai jamais rien expérimenté de tel. C'est comme si vous saviez exactement où se trouvait chaque point de douleur. »« Je suis heureuse d'avoir pu aider, » répondit Émilie, essayant de maintenir son professionnalisme malgré la connexion qu'elle ressentait. « Je recommande quelques séances supplémentaires pour traiter adéquatement ces contractures chroniques. »« Sans doute. En fait, il fit une pause comme s'il mesurait ses prochains mots. « J'ai une proposition à vous faire. » Henri se leva et marcha jusqu'à la fenêtre, observant les lumières de la ville qui brillaient dans la vallée en contrebas. Pendant un moment, il sembla perdu dans ses pensées. À l'hôpital Nouvelle-Vie, nous développons une aile dédiée aux thérapies intégratives. Je crois au pouvoir de la médecine conventionnelle, mais je reconnais également l'importance des approches complémentaires pour le bien-être complet des patients. Il se retourna pour la regarder en face. « J'aimerais vous inviter à visiter l'hôpital demain. Peut-être pourrions-nous discuter de la possibilité que vous rejoigniez notre équipe, apportant votre connaissance en massothérapie aux patients en récupération. » La proposition prit Émilie par surprise. Sa carrière avait toujours été axée sur des soins individuels, dans son petit studio. L'idée de travailler dans un hôpital, dans le cadre d'une approche plus large des soins, n'avait jamais croisé son chemin. « C'est une proposition intéressante, mais... » « Vous n'avez pas besoin de répondre maintenant, » interrompit Henri doucement. « Venez simplement voir ce que nous construisons. Ensuite, vous déciderez. »
Quelque chose dans son regard, un mélange d'espoir et de vulnérabilité, fit qu'Émilie sentit qu'elle ne pouvait pas refuser. De plus, sa curiosité sur cet homme et son travail grandissaient à chaque minute. « D'accord, je viendrai visiter l'hôpital. »« Demain !» Un sourire illumina le visage d'Henri. « Excellent, Paul viendra vous chercher à 10 heures, si cela vous convient. » Tandis qu'elle rangeait son matériel pour partir, Émilie remarqua un petit objet sur une table dans le coin du studio, un cadre avec la photographie d'une femme d'âge moyen, aux yeux bienveillants et au sourire serein. « C'est ma mère adoptive, Madame Hélène », expliqua Henri, remarquant l'intérêt d'Émilie. « Elle est décédée il y a 3 ans. C'est elle qui m'a encouragé à poursuivre la médecine et à ne jamais oublier mes origines. » « Elle semble avoir été une personne spéciale, » commenta Émilie, ressentant une soudaine empathie. « Elle a été la personne la plus importante de ma vie, » répondit Henri avec une note de mélancolie dans la voix. « Elle m'a accueilli quand je n'avais que 4 ans, m'a donné un foyer, une éducation et un amour inconditionnel. Sans elle, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. » Ces paroles touchèrent Émilie profondément. Elle aussi connaissait l'expérience de grandir sans les parents biologiques, bien que son parcours ait été bien différent, marqué par des institutions et non par un foyer accueillant comme celui que Henri décrivait. « Vous savez, docteur Beaulieu, Henri, se corrigea-t-elle, la vie a des façons curieuses de nous guider. Parfois, les chemins les plus inattendus nous mènent exactement là où nous devons être. » Philosophie intéressante pour une massothérapeute, commenta-t-il avec un léger sourire. Le massage n'est pas seulement question de muscles et de tendons. C'est une question d'énergie, de connexion, d'écouter ce que le corps essaie de dire. Et souvent, il parle de choses que l'esprit n'a pas encore comprises. Un silence confortable s'établit entre eux. Par la fenêtre, la pleine lune illuminait la vallée de sa lumière argentée, créant un décor presque magique. « Il est déjà tard, » dit finalement Émilie. « Je dois partir. J'ai des clients tôt demain matin. » « Bien sûr, je ne veux pas prendre plus de votre temps. Paul vous accompagnera jusqu'à la sortie. » Alors qu'Émilie était sur le point de quitter le studio, Henri l'appela. « Mademoiselle Durand. »« Émilie, merci pour aujourd'hui, pas seulement pour l'excellent massage, mais aussi pour la conversation. Cela fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi en paix. » Quelque chose dans la sincérité de ses paroles fit accélérer le cœur d'Émilie. Avec un sourire, elle répondit « Ce fut un plaisir, Henri. À demain. » Sur le chemin du retour, conduisant sur la route sinueuse qui descendait la montagne, Émilie ne pouvait s'empêcher de penser à cette rencontre. Il y avait quelque chose chez Henri Beaulieu qui l'intriguait profondément. Pas seulement le charme indiscutable ou la position prestigieuse, mais quelque chose de plus profond, comme s'il partageait une connexion qui transcendait cette première rencontre. En arrivant dans son petit appartement, Émilie alla directement vers le tiroir où elle gardait ses biens les plus précieux. De là, elle retira une boîte en bois sculpté, cadeau d'une patiente âgée des années auparavant. À l'intérieur se trouvait son trésor le plus précieux, la photographie jaunie de son frère cadet, prise à l'orphelinat avant qu'il ne soit séparé. Dans l'image décolorée, un garçon d'environ 4 ans souriait timidement à l'appareil photo. Dans les yeux de l'enfant, Émilie avait toujours trouvé du réconfort dans les moments difficiles, un rappel que, quelque part dans le monde, il y avait quelqu'un lié à elle par des liens de sang et des souvenirs partagés. Cette nuit-là, cependant, en regardant la photographie, quelque chose de différent se produisit. Pour la première fois, Émilie remarqua une ressemblance qu'elle n'avait jamais notée auparavant. Les yeux du garçon sur la photo avaient la même teinte verte particulière que les yeux d'Henri Beaulieu. « Impossible !» murmura-t-elle pour elle-même, attribuant la ressemblance perçue à la fatigue et à une imagination active. « Tu vois des choses là où elles n'existent pas, Émilie. » Néanmoins, en se préparant pour dormir, elle ne pouvait chasser la sensation que quelque chose d'important était sur le point de se produire dans sa vie. L'invitation à visiter l'hôpital, la connexion inexplicable qu'elle avait ressentie avec Henri, tout semblait faire partie d'un puzzle plus grand qui commençait à se former. Avec ses pensées, elle s'endormit, rêvant de tilleuls en fleurs et d'un garçon aux yeux verts qui courait dans un champ ensoleillé, l'appelant. Le lendemain matin, se leva avec une brume légère couvrant la vallée, typique des régions montagneuses en automne. Émilie se réveilla avant même que l'alarme ne sonne, avec un mélange d'anxiété et d'anticipation pulsant dans sa poitrine.
Il y avait quelque chose dans l'invitation d'Henri qui l'intriguait profondément. Ce n'était pas seulement l'opportunité professionnelle, mais une sensation inexplicable que cette rencontre pourrait changer le cours de sa vie. Elle décida d'ouvrir le studio plus tôt et de recevoir quelques clients avant 10 heures. Travailler l'aidait toujours à organiser ses pensées. Entre une séance et l'autre, elle ne pouvait s'empêcher de revenir à la photographie de son frère et à l'étrange ressemblance qu'elle avait remarquée. « Les coïncidences existent », se répétait-elle, essayant d'écarter l'idée absurde qui commençait à se former. À 9h45, elle ferma le studio et attendit sur le trottoir. Ponctuellement à 10 heures, une voiture noire et élégante se gara devant elle. Paul, l'assistant d'Henri, sortit du véhicule et la salua avec formalité. « Bonjour, mademoiselle Durand. Le docteur Beaulieu vous attend à l'hôpital. » Le trajet jusqu'à l'hôpital Nouvelle-Vie dura environ 20 minutes. Construit sur le flanc de la montagne, l'édifice moderne se distinguait dans le paysage avec ses lignes contemporaines et ses grandes fenêtres qui profitaient de la lumière naturelle. Différent des hôpitaux traditionnels, l'architecture incorporait des éléments qui évoquaient l'accueil et la sérénité, avec des jardins intérieurs et des espaces de convivialité. Notre philosophie est que l'environnement fait partie du processus de guérison, expliqua Paul tandis qu'il la conduisait dans le hall principal. Le docteur Beaulieu croit que la lumière naturelle, la végétation et les espaces humanisés contribuent significativement à la récupération des patients. Et Émilie observait tout avec une admiration croissante. Il y avait quelque chose de révolutionnaire dans la façon dont cet hôpital avait été conçu, une approche qui semblait allier ce qu'il y avait de plus avancé en technologie médicale avec des principes de bien-être intégral. Henri les attendait au 4e étage, à l'entrée d'une aile encore non inaugurée. En la voyant, un sourire authentique illumina son visage. « Émilie, je suis content que vous soyez venue. Comment vous sentez-vous aujourd'hui ?»« Bien mieux que vous ne l'étiez hier avant le massage, c'est certain, » répondit-elle en souriant. « En effet, j'ai dormi comme je ne l'avais pas fait depuis des mois. » Il fit un geste ample avec le bras. « Bienvenue à ce que j'espère être le futur de la médecine intégrative en France. » Les 2 heures suivantes furent une immersion complète dans la vision d'Henri pour l'hôpital. Il la conduisit dans chaque secteur, expliquant comment les thérapies conventionnelles et complémentaires pourraient travailler ensemble pour le bénéfice des patients. Il y avait des espaces désignés pour l'acupuncture, la phytothérapie, le yoga thérapeutique et bien sûr la massothérapie. Imaginez un patient en récupération d'une chirurgie cardiaque, expliquait Henri, tandis qu'il marchait dans un vaste salon avec vue sur la montagne. En plus du traitement médical conventionnel, il pourrait bénéficier de techniques de relaxation, de massages qui stimulent la circulation, de pratiques méditatives pour réduire l'anxiété. Une approche véritablement holistique, commenta Émilie, impressionnée par la vision de ce médecin qui défiait les paradigmes de la médecine traditionnelle. Exactement. Nous ne pouvons pas ignorer que nous sommes plus que de simples corps physiques. La vraie guérison implique l'esprit, le corps et l'âme. Il y avait une passion contagieuse dans la façon dont Henri parlait de son projet. Émilie se sentait de plus en plus attirée non seulement par la proposition professionnelle, mais par l'énergie de cet homme et sa capacité à rêver au-delà des limites conventionnelles. En arrivant dans une salle spécialement préparée pour la massothérapie, Henri s'arrêta et se tourna vers elle, soudainement sérieux. « Voici la proposition, Émilie. J'aimerais que vous dirigiez notre programme de massothérapie. Nous commencerions par des séances pour les patients en récupération, mais aussi pour le personnel de l'hôpital, médecins et infirmières qui, comme moi, négligeant souvent leur propre bien-être. » Émilie sentit le poids de cette offre. C'était une opportunité extraordinaire, mais cela signifiait aussi un changement radical dans sa routine et sa façon de travailler. « C'est une proposition tentante, Henri, mais je dois être honnête, j'ai toujours travaillé de façon indépendante, à mon propre rythme. Un hôpital a des protocoles, des hiérarchies. Je comprends vos préoccupations, l'interrompit-il doucement, et je ne veux pas que vous abandonniez votre studio. Au début, ce ne serait que quelques heures par semaine, suffisamment pour que nous mettions en œuvre le programme et évaluions les résultats. Vous auriez une totale autonomie pour développer les protocoles de traitement. » La sincérité dans le regard d'Henri fit qu'Émilie reconsidéra ses réserves. Il y avait quelque chose de véritablement inspirant dans sa vision, quelque chose
qui résonnait avec ses propres valeurs sur la guérison et le bien-être. Puis-je y réfléchir un peu plus? C'est une décision importante. Bien sûr, répondit-il avec un sourire compréhensif. En attendant, que diriez-vous de déjeuner? L'hôpital a un restaurant avec vue sur la vallée. La nourriture est étonnamment bonne pour un établissement de santé. Le restaurant se trouvait au dernier étage, avec de larges fenêtres qui offraient une vue panoramique de Ville des Eaux. Pendant qu'il déjeunait, la conversation dériva vers des sujets plus personnels. Henri raconta ses années de formation médicale, les difficultés rencontrées et les choix qu'il avait menés jusque-là. Émilie, de son côté, partagea un peu plus sur sa trajectoire de massothérapeute. « J'ai toujours su que je voulais travailler dans la guérison, mais la médecine traditionnelle n'était pas un chemin accessible pour moi, expliqua-t-elle. Dans le massage, j'ai trouvé une façon d'aider les gens qui se combine parfaitement avec mon intuition et ma sensibilité. C'est fascinant comme nous trouvons nos chemins, n'est-ce pas? Parfois, ce qui semble être une limitation finit par nous conduire exactement là où nous devrions être. » Il y avait quelque chose dans la façon dont Henri la regardait, un mélange de curiosité et de reconnaissance, qui faisait qu'Émilie se sentait simultanément à l'aise et déconcertée. C'était comme s'il essayait constamment de déchiffrer quelque chose en elle, comme s'il ressentait aussi cette étrange familiarité. « Vous avez mentionné hier que vous avez grandi dans un foyer adoptif », commenta Émilie, essayant de mieux comprendre l'histoire de cet homme. « Si cela ne vous dérange, pas que je demande, vous n'avez jamais cherché votre famille biologique ?» Une ombre passa sur le visage d'Henri. Il posa sa fourchette et resta silencieux pendant quelques instants avant de répondre. « J'ai essayé quand j'étais plus jeune. J'ai découvert que mes parents biologiques sont décédés dans un accident quand j'avais 4 ans. Apparemment, j'avais une sœur aînée, mais nous avons perdu contact pendant le processus d'adoption. Les registres étaient précaires, et quand j'ai finalement pu y accéder, les traces s'étaient déjà perdues. » Le cœur d'Émilie s'accéléra. L'histoire était douloureusement familière. Des parents morts dans un accident, des frères et sœurs séparés par le système d'adoption. « Je suis désolée, dit-elle, luttant pour garder une voix ferme. Ça a dû être difficile. » Ça l'était. Pendant des années, j'ai rêvé de retrouver ma sœur. J'imaginais comment seraient nos retrouvailles, si elle se souviendrait de moi, si nous aurions quelque chose en commun au-delà du sang. Il sourit mélancoliquement. Avec le temps, j'ai appris à construire ma propre famille. Amis, collègues, cas patient. Mais il reste toujours cette question, vous savez, cet espace vide qui n'est jamais complètement rempli. Émilie sentit un nœud dans la gorge. Elle voulait raconter sa propre histoire, parler du frère perdu, montrer la photographie qu'elle portait. Mais quelque chose l'en empêchait. Et si elle voyait des connexions là où il n'y en avait pas? Et si ce n'était qu'une cruelle coïncidence? « Je comprends parfaitement, » se limita-t-elle à dire. « J'ai aussi mes propres recherches inachevées. » Le regard qu'Henri lui lança fut pénétrant, comme s'il essayait de voir au-delà des paroles. Prononcées. « Nous sommes plus semblables que je ne l'imaginais initialement, n'est-ce pas ?» Avant qu'Émilie ne puisse répondre, le téléphone portable d'Henri sonna. C'était une urgence au bloc opératoire, un patient avec des complications post-opératoires qui exigeaient sa présence immédiate. « Je suis désolé, je dois y aller, » dit-il en se levant. « Paul vous ramènera à votre studio. Réfléchissez à ma proposition, d'accord? Je crois que nous pouvons faire quelque chose de vraiment transformateur ensemble. » Avec un léger toucher sur le bras d'Émilie, il prit congé et sortit précipitamment, la laissant avec beaucoup plus de questions que de réponses. Sur le chemin du retour, Émilie resta silencieuse, perdue dans ses pensées. Les coïncidences étaient trop nombreuses pour être ignorées. L'âge, l'histoire des parents, la séparation des frères et sœurs. Mais cela semblait encore trop fantastique pour être vrai. Comment le destin pourrait-il les réunir ainsi, après tant d'années, dans une petite ville dans les montagnes? En arrivant au studio, elle remercia Paul, et avant qu'il ne parte, demanda « Vous travaillez avec le docteur Beaulieu depuis longtemps ?»« Presque 10 ans, mademoiselle, depuis qu'il a commencé sa carrière comme chirurgien à Paris. » Il, a-t-il déjà commenté quelque chose sur sa recherche de sa sœur? Sur comment était cette sœur? Paul l'observa avec curiosité. Le docteur est assez réservé sur sa vie personnelle. Mais oui, je sais que cette recherche a été importante pour lui pendant de nombreuses années. Je me souviens de l'avoir vu regarder une vieille photographie qu'il portait dans son portefeuille, le seul souvenir qu'il avait d'elle. Le cœur d'Émilie fit un bond. Une photographie?
Oui, assez usée par le temps. Une fille d'environ 7 ou 8 ans, avec la même teinte de cheveux que le docteur. Il disait souvent que ses yeux, une teinte brun doré très particulière, étaient identiques à ceux de sa mère biologique. Brune dorée, la même teinte que les yeux d'Émilie, souvent complimentée par ses clients comme des yeux de miel. « Je comprends », murmura-t-elle, essayant de dissimuler son émotion. « Merci, Paul. » Quand elle fut enfin seule, Émilie courut vers le tiroir, où elle gardait la photographie de son frère. Elle regarda à nouveau ce visage d'enfant, les yeux verts qui l'avaient tant intriguée la nuit précédente. Il n'y avait plus moyen de nier la ressemblance. C'étaient les mêmes yeux qu'Henri Beaulieu. Une vague d'émotions contradictoires l'envahit. Espoir, peur, joie, incrédulité. Serait-il possible qu'après tant d'années, le destin les ait réunis à nouveau? Que le médecin renommé, propriétaire de l'hôpital et du manoir sur la montagne, soit ce petit garçon fragile de la photographie décolorée? Émilie s'assit, essayant d'organiser ses pensées. Elle avait besoin de plus d'informations, de certitudes, avant d'exposer une possibilité aussi impactante. Elle décida qu'elle accepterait la proposition d'Henri, non seulement pour l'opportunité professionnelle, mais aussi pour avoir la chance de mieux le connaître, d'enquêter discrètement sur cette connexion qui semblait de plus en plus réelle. D'une main tremblante, elle prit le téléphone et composa le numéro que Paul lui avait laissé. « Allô, Paul? C'est Émilie Durand. S'il vous plaît, informez le docteur Beaulieu que j'accepte sa proposition. Quand puis-je commencer? Là. » Nouvelle qu'Émilie Durand rejoindrait l'équipe de l'hôpital Nouvelle Vie se répandit rapidement à Ville-des-Eaux. Dans une petite ville, les nouvelles circulaient en vite, surtout lorsqu'elles impliquaient deux figures qui, chacune à sa manière, avaient gagné le respect de la communauté locale. « Vous allez nous abandonner, alors ?» plaisanta Madame Josette, lors de sa séance hebdomadaire de massage, 2 jours après qu'Émilie ait accepté la proposition d'Henri. « Bien sûr que non, » répondit Émilie avec un sourire rassurant. « Ce ne sera que 3 matinées par semaine à l'hôpital. Le reste du temps, je continuerai ici à prendre soin de vous comme toujours. » La vérité, c'est que réorganiser son emploi du temps ne fut pas une tâche facile. Certains clients durent être repositionnés, d'autres acceptèrent des horaires moins pratiques. Mais Émilie était déterminée à concilier les 2 emplois, non seulement par loyauté envers les patients qui la suivaient depuis des années, mais aussi parce que le studio représentait son indépendance, quelque chose qu'elle avait toujours profondément valorisé. Le lundi suivant, à 7 heures du matin, Émilie franchit les portes de l'hôpital Nouvelle Vie en tant que membre officiel de l'équipe. Elle portait un uniforme blanc spécialement conçu pour les professionnels de l'aile des thérapies intégratives, confortable et élégant, différent des traditionnelles blouses médicales, symbolisant l'approche innovante de cet espace. Henri l'attendait à la réception, le visage illuminé par un sourire sincère qui fit inexplicablement accélérer le cœur d'Émilie. « Bienvenue officiellement dans l'équipe, Émilie. Prête à révolutionner la façon dont nous prenons soin de nos patients. » Il y avait un enthousiasme contagieux dans sa voix, une énergie qui semblait rajeunir tout l'environnement autour de lui. Émilie ne put s'empêcher de lui rendre son sourire contaminé par cette passion. « J'ai hâte de commencer », répondit-elle sincèrement. Les premières semaines furent d'intenses adaptations. Émilie dut apprendre les protocoles hospitaliers, se familiariser avec les dossiers médicaux électroniques et surtout ajuster son approche pour les patients avec des conditions médicales spécifiques. Pour cela, elle bénéficia des conseils, un du docteur Cécile Laurent, kinésithérapeute en chef de l'hôpital, et l'une des plus grandes enthousiastes du programme de thérapies intégratives. L'idée est de créer des protocoles spécifiques pour chaque type de patient, expliqua Cécile, lors d'une réunion de l'équipe multidisciplinaire. Par exemple, les patients post-chirurgicaux ont des besoins différents des patients oncologiques ou cardiaques. Émilie absorbait chaque information avec un intérêt sincère. L'opportunité d'allier sa connaissance en massothérapie à une approche plus scientifique et structurée représentait une croissance professionnelle qu'elle n'aurait jamais imaginée. Les premières séances furent menées avec des patients en phase finale de récupération, des cas moins complexes qui permettaient à Émilie de se familiariser avec l'environnement hospitalier. Même ainsi, les résultats ne tardèrent pas à apparaître. Les patients rapportaient une amélioration significative des douleurs chroniques, une meilleure qualité de sommeil et une réduction des niveaux d'anxiété.
Vous avez un teint spécial, commenta une infirmière après avoir observé le travail d'Émilie avec un patient âgé qui souffrait de douleurs chroniques depuis des années. C'est comme si vos mains savaient exactement où se trouve le problème, avant, même que le patient ne le dise. Cette observation n'était pas nouvelle pour Émilie. Depuis le début de sa carrière, beaucoup avaient remarqué sa capacité presque intuitive à identifier les points de tension et les blocages énergétiques dans le corps. Ce qui changeait maintenant, c'était le contexte. Ses compétences étaient reconnues dans un environnement traditionnellement sceptique vis-à-vis des approches moins conventionnelles. Henri suivait les progrès du programme avec attention et enthousiasme. Il passait fréquemment par la salle de massothérapie pour vérifier comment Émilie s'adaptait et écouter ses témoignages sur les patients. À chaque rencontre, la connexion entre eux semblait se renforcer, dépassant la relation purement professionnelle. Les rapports préliminaires sont impressionnants, commenta-t-il un après-midi, tandis qu'ils marchaient ensemble dans les jardins intérieurs de l'hôpital. Des patients qui ont réduit l'utilisation d'analgésiques, une amélioration des indicateurs de bien-être psychologique et même une réduction du temps d'hospitalisation dans certains cas. C'est gratifiant de voir des résultats aussi concrets, répondit Émilie. Mais j'avoue que je m'adapte encore à la documentation rigoureuse. Dans mon studio, le processus est beaucoup plus intuitif. La documentation est essentielle pour valider scientifiquement ce que vous faites, expliqua Henri. Si nous voulons que la massothérapie soit reconnue comme partie intégrante du traitement médical, nous avons besoin de preuves solides. Il y avait quelque chose dans la façon dont il défendait l'intégration de différentes approches thérapeutiques qui fascinait Émilie. Henri n'était pas seulement un médecin brillant, mais un visionnaire capable de voir au-delà des paradigmes établis. Au fil des semaines, le programme fut étendu pour inclure également le personnel de l'hôpital. Médecins, infirmières et autres professionnels de santé, souvent surchargés par le stress et les longues journées, trouvaient dans les 30 minutes de massage un moment précieux de récupération physique et mentale. « Vous êtes en train de transformer cet endroit », commenta Dr Cécile après une séance particulièrement revigorante. « Je n'ai jamais vu l'équipe aussi bien disposée, même au milieu d'une routine épuisante. » L'observation était vraie. Peu à peu, Émilie percevait des changements subtils dans l'ambiance de l'hôpital, des sourires plus fréquents, des interactions plus chaleureuses entre les professionnels, un climat général de plus grand bien-être. C'était comme si son énergie se répandait dans les couloirs, transformant non seulement les corps, mais aussi l'esprit de ce lieu. Ce fut durant l'une de ces séances avec l'équipe médicale qu'Émilie rencontra le docteur Thérèse Moreau, neurologue, senior de l'hôpital et ami personnel d'Henri depuis l'époque de la faculté de médecine. « Il n'a jamais amené quelqu'un comme vous à l'hôpital auparavant », commenta Thérèse, tandis qu'Émilie travaillait sur ses épaules tendues. « Et ce n'est pas faute de suggestions et de CV impressionnants passant par son bureau. »« Comment ça ?» demanda Émilie, intriguée. Henri a toujours été extrêmement sélectif quant à qui intègre l'équipe de Nouvelle Vie, particulièrement pour ce programme de thérapies intégratives. C'est son projet chéri, vous savez. Mais vous étiez différente. Après cette première séance de massage au manoir, il est revenu à l'hôpital complètement transformé. Il a dit qu'il avait trouvé exactement la personne qu'il cherchait. Ces paroles provoquèrent une chaleur dans la poitrine d'Émilie. L'idée qu'elle avait causé une impression si profonde sur Henri, au point qu'il lui confie un projet si important, était à la fois flatteuse et troublante. Chaque nouvelle information semblait renforcer cette connexion inexplicable entre eux, une connexion qui allait bien au-delà du professionnel. « Vous êtes proches ? Vous et le docteur Beaulieu ?» demanda Émilie, essayant de paraître décontractée. « Nous sommes amis depuis plus de 20 ans. Nous avons étudié ensemble, fait notre internat dans le même hôpital à Paris. » Thérèse fit une pause. « Peu de gens connaissent le vrai Henri, vous savez. Derrière le médecin brillant et l'homme d'affaires accompli, il y a un homme avec des cicatrices profondes. » « Quel genre de cicatrices ?» demanda Émilie, ne parvenant pas à dissimuler son intérêt. « Je ne me sens pas à l'aise pour parler de sa vie personnelle, mais disons que perdre sa famille biologique si jeune l'a profondément marqué. Pendant des années, j'ai vu Henri chercher obsessionnellement sa sœur perdue. Il a engagé des détectives, fouillé des registres d'orphelinat, fait des tests ADN. C'était comme une mission de vie pour lui. « Et il a abandonné ?» La voix d'Émilie sortit presque comme un murmure. « Pas officiellement,
Mais après tant d'impasses et de fausses pistes, je pense qu'il a appris à vivre avec l'absence. Il a canalisé toute cette énergie vers l'hôpital pour aider d'autres personnes. C'est la façon qu'il a trouvée pour faire face à sa propre douleur. Cette conversation avec Thérèse laissa Émilie profondément pensive. Chaque nouvelle information sur Henri semblait confirmer ses soupçons, mais en même temps augmentait son appréhension. Et si elle se trompait? Et si elle créait des attentes seulement pour découvrir que tout n'était qu'une incroyable coïncidence? Le soir, dans son appartement, Émilie sortit à nouveau la photographie de son frère de la boîte où elle la gardait. Elle étudia chaque détail de ce visage enfantin, cherchant dans les traits de l'enfant les caractéristiques de l'homme qu'Henri était devenu. La ressemblance dans les yeux était indéniable, mais était-ce suffisant pour affirmer qu'ils étaient de la même personne? Le doute la consumait, mais quelque chose en elle, une certitude qui transcendait la logique, lui disait qu'elle était sur la bonne voie, qu'après tant d'années de séparation, le destin avait trouvé un moyen de réunir le frère et la sœur Durand. Le lendemain, pendant sa pause déjeuner, Émilie décida d'explorer un peu plus l'hôpital. Henri avait mentionné que l'aile administrative se trouvait au 2e étage, incluant son bureau personnel. Poussée par une curiosité qu'elle ne pouvait contrôler, Émilie se dirigea vers cet endroit. Le couloir était calme à cette heure-là. À travers une porte entr'ouverte, elle vit une grande salle qui semblait être le secrétariat principal. Une femme d'âge moyen organisait des documents et il n'y avait aucun signe de quelqu'un d'autre. « Puis-je vous aider ?» demanda la secrétaire, en remarquant la présence d'Émilie. « Excusez-moi, je suis simplement en train de mieux connaître l'hôpital, » répondit-elle, se sentant soudain comme une intruse. « Je suis Émilie Durand, de l'équipe de massothérapie. »« Ah oui, j'ai entendu parler en très bien de votre travail. Je suis Marianne, secrétaire exécutive du docteur Beaulieu. » Le regard d'Émilie fut attiré vers un mur latéral où plusieurs photographies étaient encadrées. C'étaient des archives de l'histoire de l'hôpital, depuis la cérémonie de pose de la première pierre jusqu'à des événements plus récents. Dans presque toutes, Henri apparaissait, plus jeune dans certaines, toujours avec ce regard intense qui l'intriguait tant. « Ce sont de belles photographies », commenta Émilie s'approchant pour mieux voir. « Le docteur tient à enregistrer chaque moment important de nouvelle vie. Il dit que c'est un héritage que nous construisons ensemble. » Une photographie en particulier attira l'attention d'Émilie. On y voyait un Henri plus jeune, probablement dans ses premières années en tant que médecin, aux côtés d'une dame aux cheveux gris et au sourire gentil, la même femme de 20, la photographie qu'elle avait vue dans le studio du manoir. « C'est Madame Hélène, n'est-ce pas? Sa mère adoptive. »« Oui, » répondit Marianne avec un sourire nostalgique. « Une femme extraordinaire. C'est elle qui a encouragé le docteur à construire cet hôpital. Malheureusement, elle n'a pas vécu pour le voir achevé. » En observant la photographie, Émilie remarqua quelque chose de curieux dans le coin de l'image. Une petite table avec quelques objets personnels, dont ce qui semblait être un cadre photo tourné vers Henri et sa mère adoptive. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, pointant ce détail. Marianne ajusta ses lunettes pour mieux voir. « Ah, ça doit être la photographie de la sœur du docteur. Il la gardait toujours près de lui. Il disait qu'elle était son inspiration pour ne jamais abandonner, même dans les moments les plus difficiles. » Le cœur d'Émilie s'accéléra. Cela pourrait être la confirmation qu'elle cherchait. « Vous, avez-vous déjà vu cette photographie de sa sœur ?»« De nombreuses fois. Le docteur la montrait fréquemment, surtout quand il parlait de ses origines, de la façon dont leur séparation a façonné sa vision des soins et de la famille. »« Comment était la petite fille sur la photo ?» insista Émilie, essayant de garder une voix ferme. « Une petite fille d'environ 7 ou 8 ans, cheveux châtains comme les siens, yeux couleur miel. » En fait, Marianne s'interrompit, regardant Émilie avec une expression curieuse. « Maintenant que vous le mentionnez, il y a une certaine ressemblance avec vous, vous savez, spécialement les yeux. » Ces mots frappèrent Émilie comme la foudre. La confirmation qu'elle cherchait tant était là, dans les yeux d'une étrangère qui, sans le savoir, venait de connecter les points d'une histoire interrompue il y a presque 3 décennies. « Vous allez bien ?» demanda Marianne, remarquant la pâleur soudaine d'Émilie. « On dirait que vous avez vu un fantôme. »« Je vais très bien, » répondit-elle, s'efforçant de sourire. « Je viens juste de me rappeler que j'ai un patient qui m'attend. Je dois y aller. »
Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Marianne. » D'un pas précipité, Émilie quitta la salle, sentant son cœur battre, si fort qu'il semblait vouloir exploser. Il n'y avait plus de doute dans son esprit. Henri Beaulieu était en effet son frère perdu. Maintenant, il lui restait à décider quoi faire de cette découverte, qui avait le pouvoir de transformer non seulement sa vie, mais aussi la sienne. Les jours qui suivirent la découverte furent d'intenses agitations intérieures pour Émilie. Extérieurement, elle maintenait sa composition professionnelle, conduisant les séances de massage avec la même dévouement et sensibilité que toujours. Mais intérieurement, un tourbillon d'émotions et de questionnements la consumait. Comment révéler à Henri une vérité si impactante? Serait-il juste de faire remonter des souvenirs potentiellement douloureux? Et si, malgré toutes les preuves, elle se trompait? La routine à l'hôpital continuait intensément. Le programme de thérapies intégratives gagnait de plus en plus de reconnaissance, avec des patients rapportant des améliorations significatives et des médecins traditionnels commençant à référer des cas à Émilie. En un peu plus d'un mois, ce qui avait commencé comme une expérience s'était transformé en partie fondamentale du traitement offert par Nouvelle Vie. Un mardi particulièrement chargé, Émilie était en train de finaliser une séance avec un patient en récupération d'une chirurgie cardiaque quand Henri apparut à la porte de la salle. « Puis-je interrompre un moment ?» demanda-t-il, avec ce sourire qui causait toujours un effet inexplicable sur elle. « Bien sûr. » Nous finissions justement. Après avoir aidé le patient à se lever et l'avoir orienté sur des exercices simples qu'il pourrait faire à la maison, Émilie tourna son attention vers Henri. « Il s'est passé quelque chose ?»« Rien de grave, » répondit-il, s'approchant. « En fait, je suis venu faire une invitation. Nous avons des résultats si positifs avec le programme que j'ai pensé à les documenter formellement. J'aimerais présenter notre travail au Congrès français de médecine intégrative le mois prochain à Lyon. » « Un congrès ?» Émilie ne put cacher sa surprise. « Mais je n'ai jamais participé à des événements scientifiques. Je n'ai pas de formation académique pour cela. » « C'est précisément pour cela que votre participation est fondamentale, » expliqua Henri, s'asseyant sur la chaise que le patient venait de quitter. « Vous apportez l'expérience pratique, la connaissance empirique. Je peux m'occuper de la partie théorique et des preuves scientifiques. Ensemble, nous présenterons une vision complète de l'intégration entre massothérapie et médecine conventionnelle. » Il y avait tant d'enthousiasme dans sa voix, tant de confiance dans ses capacités à elle, qu'Émilie se sentit simultanément honorée et effrayée. « Je ne sais pas, Henri. Parler en public, devant des médecins et des spécialistes, vous, serez incroyable, » l'interrompit-il, prenant ses mains entre les siennes dans un geste spontané qui envoya un courant électrique dans le corps d'Émilie. « Faites-moi confiance. » Et en plus, il hésita un moment, comme s'il considérait ce qu'il dirait ensuite. Ce serait une opportunité pour mieux nous connaître, en dehors de l'environnement de l'hôpital. Le regard qui accompagna ces paroles avait une intensité différente, quelque chose qui allait au-delà de la relation professionnelle qu'ils avaient maintenue jusqu'alors. Émilie sentit son cœur s'accélérer, non seulement par la proximité physique, mais par l'implication de cette invitation. « D'accord, » répondit-elle. « Finalement, j'accepte le défi. » Le sourire d'Henri s'illumina d'une manière qui fit qu'Émilie se demanda s'il y avait quelque chose de plus derrière cette invitation, s'il ressentait aussi cette connexion inexplicable qui grandissait entre eux. « Excellent, nous commencerons. À préparer la présentation cette semaine. Que diriez-vous de dîner au manoir demain soir pour discuter des détails ?» Un dîner au manoir seul. L'idée provoqua un mélange confus d'émotions chez Émilie, anxiété, attente et par-dessus tout, la certitude croissante que ce serait le moment parfait pour révéler ce qu'elle avait découvert. « Ce sera un plaisir, » répondit-elle, essayant de garder une voix ferme. En quittant l'hôpital cet après-midi-là, Émilie prit une décision. Elle emporterait avec elle la photographie de son frère et, selon le cours de la conversation, révélerait la vérité à Henri. C'était un risque, mais après des semaines à porter ce secret, elle sentait qu'elle ne pouvait plus reporter la révélation. Le soir suivant arriva plus vite qu'elle ne l'avait espéré. Émilie choisit une robe simple mais élégante, dans un ton bleu pétrole qui rehaussait ses yeux. Elle attacha ses cheveux en un chignon décontracté et utilisa un maquillage léger. Elle
Voulait être belle, mais pas excessivement apprêtée. Après tout, officiellement, il s'agissait d'un dîner de travail. La photographie de son frère, soigneusement préservée pendant tant d'années, fut placée dans son sac. Avec elle, Émilie portait l'espoir et la peur, des émotions contradictoires qui l'accompagnaient depuis qu'elle avait commencé à soupçonner la véritable identité d'Henri. Le manoir des Tilleuls semblait encore plus imposant la nuit. Des lumières, stratégiquement positionnées, mettaient en valeur l'architecture moderne et les jardins méticuleusement entretenus. Paul l'a reçue à l'entrée avec sa formalité habituelle, la conduisant jusqu'à une vaste terrasse avec vue sur la vallée où Henri attendait. Il était différent, sans la blouse ou les vêtements formels qu'il portait habituellement, à l'hôpital. Il portait un pantalon sombre et une chemise blanche aux manches retroussées, un look décontracté qui le rendait encore plus séduisant. En la voyant, son visage s'illumina d'un sourire sincère. « Émilie, je suis content que vous soyez venue, » dit-il, s'approchant pour lui baiser la joue dans un geste d'intimité qu'il n'avait pas partagé auparavant. « Vous êtes magnifique. »« Merci, » répondit-elle, sentant son visage rougir légèrement. « La vue d'ici est vraiment spectaculaire. » « L'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cet endroit, » commenta Henri, la conduisant à une table élégamment dressée pour deux, avec des bougies et des fleurs. « Les nuits les plus claires, on a l'impression de pouvoir toucher les étoiles. » Le dîner se déroula dans une atmosphère étonnamment détendue. Henri se révéla être un hôte attentionné et un interlocuteur fascinant. Ils parlèrent de l'hôpital, bien sûr, et de la présentation qu'ils feraient ensemble au congrès. Mais ils discutèrent aussi de littérature, de musique, de rêves et d'expériences de vie. À chaque minute qui passait, Émilie se sentait plus proche de lui, comme s'il reprenait une conversation interrompue il y a longtemps. Ce fut pendant le dessert, une délicieuse mousse aux fruits de la passion préparée par la gouvernante du manoir, qu'Henri aborda un sujet plus personnel. « Vous m'avez très peu parlé de votre famille, Émilie, » commenta-t-il le regard curieux. « Avez-vous de la famille à Ville-des-Eaux » C'était l'ouverture qu'elle attendait. Le cœur battant, Émilie respira profondément avant de répondre. « En fait, je n'ai pas de famille, Henri. J'ai grandi dans un orphelinat en province, après avoir perdu mes parents dans un accident quand j'avais environ 7 ans. » L'expression d'Henri changea subtilement. Une ombre d'empathie et de reconnaissance traversa son regard. « Je suis désolé, ça a dû être très difficile. » Ça l'était, surtout parce que... Émilie hésita, sentant sa gorge se serrer, avec l'émotion. « Parce que j'avais un frère cadet. Nous avons été séparés pendant le processus d'adoption. Je ne l'ai jamais revu. » Un silence pesant s'installa entre eux. Henri posa lentement sa fourchette, son regard fixé sur Émilie, avec une intensité qui semblait la transpercer. « Un frère ?» Mais sa voix sortit presque comme un murmure. « Oui, il avait 4 ans quand on nous a séparés. Tout ce qu'il me reste de lui est une photographie. » Les mains légèrement tremblantes, Émilie ouvrit son sac et en retira l'enveloppe jaunie où elle gardait le précieux souvenir. Pendant un moment, elle hésita, la tenant contre sa poitrine. C'était un point de non-retour. Après cela, rien ne serait plus comme avant. « Henri, il y a quelque chose que je dois vous montrer, quelque chose que j'ai découvert récemment et qui pourrait tout changer entre nous. » Elle fit glisser la photographie sur la table, le cœur battant si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Henri la prit avec précaution, comme s'il manipulait un objet extrêmement fragile. Pendant de longues secondes, il resta silencieux, observant l'image décolorée du petit garçon aux yeux verts. « Où avez-vous obtenu cela ?» demanda-t-il finalement, la voix chargée d'émotion. « C'est le seul souvenir que j'ai de mon frère, de la dernière fois que je l'ai vu, avant que nous soyons séparés par le système d'adoption. » Henri se leva brusquement, s'éloignant de la table comme s'il avait besoin d'espace pour assimiler ce qui se passait. Il marcha jusqu'à la balustrade de la terrasse, dos à Émilie, les épaules visiblement tendues. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Après tant de temps, tant de recherches, Émilie se leva aussi, s'approchant de lui avec des pas hésitants. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir par sa bouche. Mon nom de baptême était Émilie Durand. Martin. Je suis né à Bordeaux le 15 mars 1990. Mes parents étaient Édouard Martin et Marie Durand, décédés dans un accident de voiture sur l'autoroute A10 en 1987.
Henri se tourna lentement pour lui faire face, son visage marqué par une émotion qu'Émilie n'avait jamais vue chez lui, un mélange d'incrédulité, d'espoir et de profonde reconnaissance. « Mon nom était Henri Durand Martin, dit-il, la voix tremblante. Je suis né le 12 novembre 1993. J'ai peu de souvenirs de nos parents, mais... » Il s'arrêta, déglutissant avant de continuer. « Mais je me souviens d'une sœur aînée, aux yeux couleur de miel comme les vôtres. Elle me racontait des histoires avant de dormir. Elle me chantait quand j'avais peur. Elle m'avait promis qu'elle ne m'abandonnerait jamais. » Des larmes silencieuses commencèrent à couler sur le visage d'Émilie. Tous les doutes, toutes les craintes qu'elle avait nourries ces dernières semaines s'évanouirent face à cette confirmation. C'était lui, son frère, sa famille, la seule personne au monde avec qui elle partageait le sang et les souvenirs. Henri, mon frère. En 2 pas, il élimina la distance entre eux et l'enveloppa dans une étreinte serrée, comme s'il craignait qu'elle puisse disparaître à tout moment. Émilie sentit son corps trembler sous le poids d'émotions contenues pendant des décennies. Le petit garçon effrayé qui avait tout perdu, l'homme qui n'avait jamais renoncé à retrouver ses racines. « Je t'ai cherché », dit-il entre les larmes. « Pendant des années, j'ai engagé des détectives, fouillé des registres, suivi de fausses pistes. Comment est-ce possible que nous ayons été si proches tout ce temps ?»« Le destin a des façons mystérieuses d'agir », répondit Émilie, s'écartant légèrement pour regarder dans les yeux de son frère, ses yeux verts qu'elle reconnaissait enfin avec une certitude absolue. De toutes les villes de France, nous avons tous deux choisi Ville des Eaux. De toutes les massothérapeutes que tu aurais pu appeler ce soir-là. Ce n'était pas une coïncidence, interrompit Henri, tenant son visage entre ses mains comme s'il voulait mémoriser chaque détail. Quelque chose nous a guidés l'un vers l'autre. Peut-être nos parents, de quelque part, ont-ils orchestré ces retrouvailles. Pendant des heures, ils restèrent sur la terrasse, racontant leurs histoires, comblant les lacunes de presque 3 décennies de séparation. Henri parla de son adoption par Madame Hélène, une enseignante retraitée qui lui avait donné amour et opportunité. Il raconta sa détermination à devenir médecin, inspiré par la tragédie familiale, et comment il n'avait jamais oublié la sœur qui avait promis de prendre soin de lui pour toujours. Émilie, à son tour, partagea la dureté des années Swadfasm, à l'orphelinat, la difficulté d'être adoptée parce qu'elle était plus âgée, les familles temporaires par lesquelles elle était passée jusqu'à ses 18 ans. Elle parla de comment elle avait trouvé dans le massage une façon de canaliser son désir inné, de prendre soin des autres, et comment la recherche de son frère était toujours restée vivante dans son cœur. Quand l'aube commençait déjà à pointer et que la lune disparaissait à l'horizon, Henri prit les mains d'Émilie entre les siennes, les yeux brillants d'émotion et de détermination. « À partir d'aujourd'hui, nous ne serons plus jamais séparés, » déclara-t-il avec conviction. « Nous sommes une famille, la seule famille qui reste l'un pour l'autre. »« Famille », répéta Émilie, savourant ce mot qui pendant si longtemps n'avait été qu'un rêve lointain. Cette nuit-là, en rentrant dans son appartement aux premières heures du matin, Émilie se sentait complète pour la première fois de sa vie. Le vide qu'elle avait toujours porté, même dans les moments les plus heureux, avait finalement été comblé. Son petit frère, maintenant un homme extraordinaire, était revenu dans sa vie contre toute probabilité. Ce qu'elle ne savait pas encore, alors qu'elle s'endormait avec un sourire aux lèvres, c'est que cette révélation, aussi transformatrice qu'elle soit, ne représentait que le début d'un voyage encore plus complexe et inattendu. Car les liens qui l'unissaient à Henri allaient bien au-delà du sang partagé, et les sentiments qui commençaient à fleurir entre eux défieraient les conventions et les attentes d'une manière qu'aucun des deux ne pouvait prévoir. Les semaines qui suivirent la révélation furent d'intenses reconnexions pour Émilie et Henri. C'était comme s'ils essayaient, à chaque moment partagé, de récupérer les presque 30 années de séparation. Des dîners fréquents au manoir, de longues conversations sur le passé, d'anciennes photographies redécouvertes, chaque interaction apportait avec elle la joie des retrouvailles et la douleur des souvenirs perdus. À l'hôpital, ils maintinrent une discrétion sur leur parenté. Henri suggéra qu'ils attendent jusqu'à ce que tous deux aient complètement assimilé la découverte avant de la rendre publique. Émilie fut d'accord, bien qu'elle soupçonnât que les regards attentifs du docteur Thérèse et d'autres collègues proches avaient déjà remarqué la soudaine intimité entre eux.
C'est incroyable, comme vous vous ressemblez quand vous souriez, commenta une infirmière pendant une réunion d'équipe. Vous avez la même fossette du côté gauche. Émilie échangea un regard complice avec Henri, tous deux partageant le secret qui les unissait. Plus tard, seul dans son bureau, ils rirent de l'observation. « J'ai toujours pensé que j'avais le sourire de maman », commenta Henri. « Mais maintenant que tu le mentionnes, je vois la ressemblance entre nous. »« La génétique ne ment pas, » répondit Émilie, observant une vieille photographie des parents qu'Henri avait réussi à récupérer des archives publiques. « J'ai ses yeux, tu as le menton déterminé de papa. » Il y avait quelque chose de profondément réconfortant à redécouvrir leurs origines, à reconnaître des traits familiaux l'un chez l'autre. Pour Émilie, qui avait grandi avec le poids de la solitude même entourée de gens, la sensation d'appartenance était presque enivrante. La préparation pour le congrès de médecine intégrative intensifia encore plus la proximité entre eux. Ils passaient des heures ensemble, discutant de cas, analysant des résultats, structurant la présentation qu'ils feraient. Le travail coulait avec une syntonie naturelle, comme si leurs esprits opéraient sur une fréquence unique, se complétant parfaitement. Ce fut durant l'une de ces sessions de travail, dans la bibliothèque du manoir, que quelque chose d'inattendu se produisit. Ils étaient assis côte à côte, révisant des graphiques sur l'ordinateur, quand leurs regards se croisèrent d'une façon différente. Pendant un bref instant, le temps sembla suspendu, et Émilie sentit quelque chose qui allait au-delà de la reconnaissance fraternelle, un courant électrique, un magnétisme qui l'attirait vers lui d'une manière qui l'effrayait. Henri le sentit aussi. Elle put voir dans ses yeux le même conflit intérieur, la même confusion face à un sentiment qui ne devrait pas exister. Rapidement, il détourna le regard, reprenant la discussion sur les diapositives comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose s'était passé, et dans les jours qui suivirent, Émilie se retrouva de plus en plus consciente de la présence physique d'Henri, le timbre de sa voix, le parfum discret qu'il portait, la façon dont ses yeux brillaient quand il parlait de quelque chose qui le passionnait. Elle essayait de rationaliser, se disant que c'était seulement l'émotion des retrouvailles, la connexion naturelle entre frères et sœurs séparés depuis si longtemps. Mais au fond, elle savait qu'il y avait quelque chose de plus. À la veille. Du voyage pour Lyon, Émilie termina avec son dernier patient à l'hôpital et se dirigea vers le bureau d'Henri pour une révision finale de la présentation. Elle le trouva au téléphone, l'expression tendue tandis qu'il discutait de quelque chose d'apparemment sérieux. En la voyant, il fit un geste pour qu'elle entre et attende. « Je comprends vos préoccupations, docteur Moreau, mais je ne suis pas d'accord avec l'approche, » disait-il, la voix ferme. « Nos résultats avec les thérapies intégratives parlent d'eux-mêmes. Nous n'avons pas besoin de validation externe pour continuer. » Quand il raccrocha enfin, Henri semblait épuisé. « Des problèmes ?» demanda Émilie, s'asseyant en face de lui. « Le conseil médical régional remet en question certaines de nos pratiques, » expliqua-t-il, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Il y a un groupe plus conservateur qui considère notre travail avec les thérapies complémentaires comme non scientifiques, même avec toutes les données que nous avons collectées. Les améliorations documentées chez les patients, même ainsi. Pour certains, si ce n'est pas dans les livres traditionnels de médecine, ça n'a pas de valeur. » Il sourit, fatigué. « C'est pourquoi notre présentation au congrès est si importante. Nous devons montrer que l'intégration entre différentes approches thérapeutiques n'est pas seulement possible, mais nécessaire. » Émilie ressentit une vague d'admiration pour le courage de défier les paradigmes établis, pour la vision qu'il avait d'une médecine plus humaine et plus complète. « Nous allons leur montrer, » dit-elle avec détermination. « Ensemble. » Le mot « ensemble » flotta dans l'air entre eux, chargé de significations multiples qu'aucun des deux n'était prêt à explorer complètement. Le voyage vers Lyon le lendemain fut tranquille. Pendant le vol, ils parlèrent de tout, sauf de l'éléphant dans la pièce, cette tension croissante qui semblait vibrer entre eux dans les moments de silence, dans les regards qui duraient une seconde de plus que nécessaire. L'hôtel où le congrès devait se tenir se trouvait au bord de la mer, avec une vue splendide sur la Méditerranée. Émilie et Henri avaient des suites séparées, mais adjacentes, reliées par un balcon partagé. En arrivant, ils convinrent de se retrouver pour dîner après s'être reposés du voyage. Seule dans sa chambre, Émilie se laissa tomber sur le
Lit king size, observant par la fenêtre le soleil qui commençait à se coucher sur l'océan. Son esprit était un tourbillon de pensées contradictoires. D'un côté, l'immense joie d'avoir retrouvé son frère, d'avoir enfin une famille. De l'autre, la troublante reconnaissance que ses sentiments pour Henri dépassaient les frontières de l'amour fraternel. « C'est de la folie », murmura-t-elle pour elle-même. « C'est ton frère pour l'amour du ciel. » Mais était-ce vraiment si simple ? Ils avaient grandi séparés, sans aucune conscience du lien qui les unissait. Quand ils s'étaient rencontrés, ils avaient été attirés l'un vers l'autre de façon naturelle, instinctive, avant même de connaître la vérité. Pouvaient-ils maintenant simplement éteindre ces sentiments comme on éteint un interrupteur? Le dîner ce soir-là eut lieu dans un restaurant élégant au bord de la mer. La conversation coula facilement, comme toujours, mais il y avait une tension sous-jacente, une conscience mutuelle de quelque chose de non dit. Après le dessert, ils décidèrent de marcher sur la plage, profitant de la nuit douce et étoilée. « Nerveuse pour la présentation de demain ?» demanda Henri, tandis qu'ils marchaient pieds nus sur le sable, les vagues douces léchant leurs pieds. « Un peu, admit Émilie. Je n'ai jamais parlé devant un public de spécialistes auparavant. »« Tu seras incroyable, » assura-t-il, touchant légèrement son bras. « Personne ne connaît notre travail mieux que toi. » La simplicité de ce toucher envoya des frissons dans tout le corps d'Émilie. Elle s'éloigna légèrement, se sentant coupable de sa réaction. « Henri, commença-t-elle hésitante, nous devons parler de ce qui se passe entre nous. » Il s'arrêta de marcher, la regardant avec une intensité qui fit accélérer son cœur. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » répondit-il, mais sa voix trahissait la certitude des mots. « Si, tu le sais, » insista-t-elle, trouvant le courage de le regarder dans les yeux. « Il y a quelque chose qui grandit entre nous, quelque chose qui va au-delà de la connexion entre frères et sœurs. Je le sens, et je sais que tu le sens aussi. » Un silence pesant s'installa entre eux, brisé seulement par le son des vagues. Pendant un moment, Émilie regretta d'avoir abordé le sujet, craignant d'avoir ruiné le rapprochement qu'elle valorisait tant. « Je suis terrifiée, Émilie, » confessa finalement Henri, la voix presque un murmure. « Terrifiée parce que je ressens quand je suis près de toi. Ça devrait être mal, ça devrait être impensable, mais nous ne pouvons pas le contrôler, » compléta-t-elle, ressentant un mélange de soulagement et d'angoisse pour avoir enfin verbalisé ce que tous deux essayaient de nier. « Nous nous sommes connus en tant qu'adultes, » continua-t-il, passant la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. « Quand je t'ai vu pour la première fois ce soir-là au manoir, j'ai ressenti une connexion que je n'avais jamais expérimentée avec personne. Je ne savais pas que tu étais ma sœur, je savais seulement qu'il y avait quelque chose de spécial en toi. Et maintenant ? Maintenant, je suis partagé entre la joie d'avoir retrouvé ma famille et le tourment de ressentir quelque chose que je ne devrais pas ressentir. » Émilie fit un pas vers lui, sentant son cœur battre si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. « Et si ce n'était pas mal ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Et si le fait que nous ayons grandi séparés sans aucune conscience de notre parenté changeait les choses ?»« La société ne le verrait pas ainsi, » répondit Henri, l'air sombre. « Pour le monde, nous sommes frères et sœurs de sang. Point final. »« Depuis quand te préoccupes-tu tant de ce que le monde pense ?» défia Émilie. « Tu as construit un hôpital qui défie les conventions médicales établies. Tu défends des pratiques que certains considèrent controversées. Où est cet Henri ? Maintenant ?» Il fit un pas en arrière comme s'il avait besoin de distance physique pour organiser ses pensées. « C'est différent, Émilie. Nous ne parlons pas de protocoles médicaux ou de théories scientifiques. Nous parlons de quelque chose qui pourrait détruire tout ce que nous avons construit. L'hôpital, notre réputation, la chance d'avoir enfin une famille. »« Je sais, » répondit-elle, sentant des larmes jaillir dans ses yeux. « Tu crois que je n'ai pas pensé à tout cela, que je ne me torture pas quotidiennement avec ces mêmes pensées ?» La vulnérabilité dans sa voix sembla briser quelque chose en Henri. Dans un mouvement soudain, il l'attira à lui, l'enveloppant dans une étreinte serrée qui exprimait toute la confusion et l'intensité de ce qu'il ressentait. « Je ne veux pas te perdre, » murmura-t-il contre ses cheveux. « J'ai passé toute ma vie à chercher ma sœur. Maintenant que je t'ai trouvé, je ne peux pas tout risquer à cause de sentiments confus. » Émilie s'écarta légèrement pour le regarder dans les yeux. « Alors décidons ici et maintenant. Nous sommes frères et sœurs, juste frères et sœurs, et nous allons
Construire notre relation familiale sans permettre que rien d'autre n'interfère. La détermination dans sa voix ne correspondait pas à la douleur dans ses yeux, mais tous deux savaient que c'était la seule décision sensée. Henri hocha lentement la tête, bien que son expression révélât le même conflit intérieur qui consumait Émilie. « Frère et sœur », répéta-t-il, comme s'il essayait de se convaincre lui-même. Sur le chemin du retour à l'hôtel, ils maintinrent une distance respectueuse l'un de l'autre, conversant sur la présentation du lendemain, la météo, n'importe quel sujet banal qui les éloignerait du territoire dangereux qu'ils avaient brièvement exploré sur la plage. Quand ils arrivèrent à leurs suites adjacentes, ils se dirent au revoir avec une étreinte rapide et formelle, si différente de l'intimité qu'ils avaient partagée quelques instants auparavant. « Bonne nuit, Émilie. Repose-toi bien. Toi aussi, Henri. À demain. » Seule dans sa chambre, Émilie laissa finalement les larmes couler. Elle avait fait le bon choix, le seul choix possible. Mais pourquoi alors avait-elle l'impression d'avoir perdu quelque chose de précieux qu'elle avait à peine eu le temps de découvrir? Le congrès le lendemain fut un succès retentissant. La présentation d'Émilie et Henri sur l'intégration de la massothérapie dans le traitement hospitalier reçut des applaudissements enthousiastes. Médecins, infirmières et thérapeutes de tout le pays montrèrent leur intérêt à mieux connaître le travail développé à l'hôpital Nouvelle Vie. Pendant le cocktail qui suivit, Émilie observait Henri de loin, conversant avec animation avec un groupe de médecins. Il semblait dans son élément, charismatique, articulé, passionné par ce qu'il faisait. Elle ressentit une vague de fierté fraternelle qui se mélangeait confusément avec l'attraction qu'elle essayait désespérément de supprimer. « Votre présentation était brillante », dit une voix féminine à ses côtés. Émilie se retourna pour trouver une femme élégante d'âge moyen qui se présenta comme Dr Régine Laval, directrice d'un hôpital à Paris. La façon dont vous articulez la connaissance empirique de la massothérapie avec des preuves scientifiques est impressionnante. Merci, répondit Émilie, sincèrement surprise par le compliment. Mais le mérite revient principalement au docteur Beaulieu, c'est le visionnaire derrière le programme. Vous formez un partenariat exceptionnel, commenta Régine, observant Henri à distance. Je vois rarement autant de syntonie entre professionnels de domaines si distincts. C'est presque comme si vous partagiez la même fréquence mentale. Nous sommes très proches, répondit Émilie, ne sachant comment expliquer la véritable nature de la connexion entre eux. Eh bien, quoi qu'il en soit, ça fonctionne. L'hôpital Nouvelle Vie vient d'entrer sur la carte de la médecine intégrative en France, et vous deux en êtes les grands responsables. Quand Régine s'éloigna, Émilie sentit le poids de ses paroles. Le travail qu'ils développaient ensemble était vraiment spécial, transformateur. Pourrait-il continuer ainsi, comme partenaires professionnels et frères et sœurs redécouverts, sans tout compliquer avec des sentiments qui ne devraient pas exister? La réponse vint plus tard, cette nuit-là, lorsqu'ils retournèrent à l'hôtel, après un dîner de gala avec les principaux conférenciers du congrès. Dans le couloir silencieux, devant les portes de leurs suites adjacentes, Henri s'arrêta et regarda profondément dans les yeux d'Émilie. « Tu étais incroyable aujourd'hui, » dit-il, avec une admiration qui allait au-delà du professionnel. Si sûre, si éloquente. Tout le monde était impressionné. « J'ai réussi seulement parce que tu étais là, » répondit-elle sincèrement. « Ta confiance en moi est ce qui me donne force. » Un silence chargé de significations non dites s'installa entre eux. Il y avait une barrière invisible que tous deux avaient convenu de respecter, mais qui semblait plus fragile à chaque moment partagé. « Bonne nuit, Émilie », dit finalement Henri, se penchant pour l'embrasser sur le front, dans un geste qui se voulait fraternel, mais qui portait une tension presque palpable. « Bonne nuit, Henri », répondit-elle, fermant brièvement les yeux en sentant le contact de ses lèvres sur sa peau. Quand elle entra dans sa suite et ferma la porte, Émilie s'appuya contre le bois, le cœur battant à un rythme irrégulier. La décision qu'ils avaient prise sur la plage semblait de plus en plus difficile à maintenir. Comment pouvaient-ils nier ce qu'ils ressentaient quand chaque interaction, chaque regard, chaque mot échangé ne faisait qu'intensifier la connexion? Entre eux, cette nuit-là, allongée sur le grand lit avec vue sur la mer, Émilie lutta contre des pensées contradictoires. Serait-il possible que le destin, après les avoir séparés pendant près de 30 ans, les ait réunis seulement
pour leur présenter un nouveau et torturant dilemme. Comment pourrait-il choisir entre les liens de sang qu'il venait de redécouvrir et les sentiments intenses qui grandissaient chaque jour? La réponse n'était pas encore claire, mais Émilie savait une chose avec certitude. Leur histoire était loin d'être terminée, et le chapitre qui allait s'ouvrir pourrait réécrire tout ce qu'ils croyaient savoir sur la famille, l'amour et les liens qui importent vraiment. Le retour à Ville des Eaux fut marqué par un silence chargé de significations non dites. Pendant le vol, Émilie et Henri ne parlèrent que de sujets pratiques. Le succès de la présentation, les contacts établis au congrès, les prochaines étapes pour le programme de thérapies intégratives. Ils évitaient soigneusement toute mention de la conversation qu'ils avaient eue sur la plage ou de la tension croissante entre eux. Dans les semaines qui suivirent, tous deux se plongèrent dans le travail comme moyen d'échapper au tourbillon émotionnel qu'ils affrontaient. L'hôpital Nouvelle Vie bouillonnait d'activités, le programme de thérapies intégratives recevant de plus en plus d'attention après l'impact positif au congrès. De nouveaux patients arrivaient quotidiennement, beaucoup venant d'autres villes spécifiquement, pour expérimenter l'approche innovante qui combinait médecine traditionnelle et thérapie complémentaire. Émilie était devenue une figure centrale à l'hôpital, respectée non seulement par les patients, mais aussi par les médecins qui s'étaient initialement montrés sceptiques quant à la massothérapie comme partie du traitement. Son dévouement, allié aux résultats visibles de son travail, avait conquis même les membres les plus traditionnels de l'équipe. Par un après-midi particulièrement agité, alors qu'elle terminait les soins de la journée, Émilie fut surprise par une visite inattendue dans son bureau, Dr Thérèse Moreau, la neurologue amie de longue date d'Henri. « Puis-je voler quelques minutes de votre temps ?» demanda Thérèse, avec une expression qui mélangeait curiosité et préoccupation. « Bien sûr, entrez. Je viens juste de terminer avec mon dernier patient. » Thérèse ferma la porte derrière elle et s'assit sur la chaise en face du bureau d'Émilie, l'étudiant avec des yeux perspicaces qui semblaient voir au-delà de la surface. « Je voulais parler d'Henri, » dit-elle sans détour, « et de vous. » Émilie sentit son cœur s'accélérer. Thérèse aurait-elle perçu quelque chose? Savait-elle à propos de la parenté des sentiments confus qui étaient apparus? « Qu'avez-vous à dire sur nous ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix neutre. « Tout le monde à l'hôpital a remarqué le changement entre vous depuis le retour du congrès. Avant, vous étiez pratiquement inséparables. Maintenant, vous vous parlez à peine au-delà du strictement professionnel. » Thérèse se pencha légèrement en avant. « S'est-il passé quelque chose à Lyon ?»« Non, c'est-à-dire... » Émilie hésita, incertaine de ce qu'elle devait révéler. « C'est compliqué, Thérèse. »« Je connais Henri depuis plus de 20 ans, » continua la neurologue. « Je ne l'ai jamais vu aussi vivant que durant les mois depuis votre arrivée, et je ne l'ai jamais vu aussi tourmenté que ces dernières semaines. En tant qu'amie, je m'inquiète. » Quelque chose dans la sincérité de Thérèse fit qu'Émilie sentit qu'elle pouvait lui faire confiance. Peut-être avait-elle vraiment besoin de quelqu'un avec qui partager le poids qu'elle portait. « Nous avons découvert quelque chose pendant la préparation pour le congrès, » commença-t-elle avec hésitation, « quelque chose qui a complètement changé notre relation. »« Vous êtes frères et sœurs, » compléta Thérèse, avec une certitude qui laissa Émilie bouche bée. « Comment savez-vous ?»« Je suis neurologue, Émilie. J'observe les comportements, les expressions, les modèles. De plus, je connais l'histoire d'Henri, sa recherche obsessionnelle de la sœur perdue. Quand vous avez commencé à passer plus de temps ensemble, j'ai remarqué les ressemblances physiques, spécialement dans les yeux et le sourire. Puis j'ai vu comment la dynamique entre vous a changé drastiquement après cette nuit au manoir. » Thérèse sourit doucement. Ce n'était pas difficile d'assembler les pièces. Émilie ressentit une vague de soulagement de ne pas avoir à tout expliquer depuis le début. « Oui, nous sommes frères et sœurs, et nous avons été séparés dans l'enfance après la perte de nos parents. Découvrir cette connexion a été incroyable, un miracle après tant d'années. Alors pourquoi la tension? Pourquoi l'éloignement? Ce devrait être un moment de célébration, de reconnexion. » La question toucha le cœur du problème qui tourmentait Émilie. Comment expliquer à Thérèse l'inexplicable? Comment mettre en mots des sentiments qu'elle-même ne comprenait pas complètement? C'est que... Elle hésita, choisissant soigneusement ses mots. Avant de savoir que nous étions frères et sœurs, il y avait une attraction qui grandissait entre nous, une connexion qui allait au-delà du professionnel.
Et maintenant vous êtes confus sur ce que vous ressentez, conclut Thérèse sans aucun jugement dans la voix. Exactement. Nous avons décidé que nous serions juste frères et sœurs, que nous ne permettrions pas que ces autres sentiments interfèrent dans la relation familiale que nous venons de redécouvrir. Mais c'est plus difficile que nous l'imaginions. Thérèse resta silencieuse pendant quelques instants, comme si elle pondérait soigneusement ce qu'elle dirait ensuite. « Puis-je vous raconter quelque chose, Émilie? Quelque chose que peu savent. Sur Henri? Bien sûr. Avant votre arrivée, Henri avait pratiquement renoncé à trouver sa sœur. Après des années de recherches infructueuses, il avait commencé à accepter qu'il ne la retrouverait peut-être jamais. C'est alors qu'il a décidé de canaliser toute cette énergie vers l'hôpital pour créer quelque chose qui honorerait la mémoire de ses parents et de la sœur perdue. Thérèse fit une pause, regardant par la fenêtre les jardins de l'hôpital, avant de continuer. Mais il y avait quelque chose qu'il n'a jamais complètement surmonté, la sensation qu'une partie de lui manquait. Henri a toujours été brillant, dévoué, compatissant avec ses patients, mais il y avait une solitude fondamentale en lui, une incapacité à former des connexions véritablement profondes. Elle regarda directement dans les yeux d'Émilie. « Jusqu'à votre arrivée. Qu'essayez-vous de dire, Thérèse? Que peut-être ce que vous ressentez l'un pour l'autre est plus complexe qu'une simple catégorisation comme amour fraternel ou attraction romantique. Peut-être s'agit-il d'une connexion qui transcende les étiquettes conventionnelles, quelque chose né d'une reconnaissance d'âme qui ont partagé une perte profonde et ont trouvé une guérison l'une dans l'autre. » Les paroles de Thérèse résonnèrent profondément en Émilie. Il y avait une vérité en elle qui touchait quelque chose de fondamental qu'elle ressentait, mais n'arrivait pas à articuler. Que suggérez-vous que nous fassions alors? Je suggère que vous arrêtiez d'essayer de forcer votre relation à s'adapter à des moules prédéfinis. Vous avez grandi séparés, sans aucune conscience du lien qui vous unissait. Les règles conventionnelles ne s'appliquent peut-être pas de la même façon. Thérèse se leva, se préparant à partir. Soyez simplement honnêtes l'un envers l'autre sur ce que vous ressentez. La vérité, aussi complexe soit-elle, est toujours le meilleur chemin. Quand elle se retrouva seule, Émilie resta immobile pendant de longues minutes, absorbant la conversation. Les paroles de Thérèse avaient illuminé des possibilités qu'elle n'avait pas osé considérer, qu'il pourrait y avoir un chemin intermédiaire, une façon d'honorer à la fois le lien familial et les sentiments qui avaient fleuri entre eux. Décidée à affronter la situation de front, Émilie prit son téléphone et appela Henri. Ils devaient parler, vraiment parler, sans les barrières qu'ils avaient érigées ces dernières semaines. « Pouvons-nous nous retrouver ce soir ?» demanda-t-elle quand il répondit « à la cascade du voile de la mariée ». La cascade du voile de la mariée était l'un des endroits les plus beaux et isolés de Ville des Eaux. Une chute d'eau de 30 mètres qui formait une piscine naturelle entourée d'une végétation luxuriante. Émilie avait découvert ce lieu lors de ses premières semaines dans la ville et le visitait chaque fois qu'elle avait besoin de réfléchir, de se reconnecter avec elle-même. Au crépuscule, elle gara sa voiture sur le sentier qui menait à la cascade et marcha pendant environ 15 minutes jusqu'à l'endroit convenu. Henri l'attendait déjà assis sur une pierre au bord de la piscine naturelle, contemplant le reflet doré du soleil couchant dans l'eau cristalline. « Endroit incroyable », commenta-t-il quand elle s'approcha. « Je ne le connaissais pas. »« Je l'ai découvert par hasard peu après mon arrivée à Ville des Eaux, » répondit Émilie, s'asseyant à ses côtés. « Je venais ici quand je me sentais seule, sans direction. Et maintenant ? Maintenant, je sens que nous avons besoin de cet espace, loin de l'hôpital, du manoir, de tout ce qui représente nos vies séparées, pour vraiment nous comprendre. » Un silence confortable s'installa entre eux. Le son de l'eau qui tombait créait une musique de fond parfaite pour le moment d'intimité qu'ils partageaient. « Thérèse m'a cherché aujourd'hui, » continua Émilie. « Elle sait que nous sommes frères et sœurs. Elle l'a compris par elle-même. » J'imaginais qu'elle finirait par découvrir, répondit Henri sans surprise. Thérèse a toujours été extrêmement perspicace. Nous avons parlé de nous, de la situation compliquée dans laquelle nous nous trouvons. Henri se tourna pour la regarder en face, l'expression sérieuse. Et qu'a-t-elle dit ? Que nous essayons peut-être d'encadrer notre relation dans des catégories qui ne s'appliquent pas complètement à nous, que nous avons grandi sans connaître notre lien sanguin
et que la connexion que nous ressentons peut transcender les définitions conventionnelles. Henri resta silencieux, absorbant les paroles. Quand il parla finalement, sa voix était chargée d'émotion. « Sais-tu ce qui me tourmente, Émilie? Ce n'est pas seulement la confusion sur ce que je ressens pour toi. C'est la peur de perdre ce que nous venons de trouver. J'ai passé toute ma vie à chercher ma sœur, rêvant du jour où je pourrais récupérer cette partie perdue de mon histoire, de mon identité. Et maintenant que je t'ai enfin trouvé, tu crains que ces autres sentiments puissent tout ruiner, compléta-t-elle, comprenant parfaitement. Exactement. Si nous nous permettons d'explorer ce qu'il y a entre nous, au-delà de la relation fraternelle, nous risquons de perdre quelque chose de précieux que nous venons de redécouvrir. Mais si nous nions complètement ces sentiments, nous vivons un mensonge, conclut Émilie. Et la distance entre nous ne fera qu'augmenter. Le soleil s'était complètement couché, et la pleine lune commençait à illuminer la clairière de sa lumière argentée. Henri se leva et tendit la main à Émilie. « Marchons un peu. » Main dans la main, ils suivirent le bord de la piscine, naturelle jusqu'à une petite grotte formée derrière la cascade. Là, protégé par le rideau d'eau, le monde extérieur semblait distant et sans importance. Seuls ceux existaient. Seul ce moment comptait. « Je me souviens d'une histoire que notre mère avait l'habitude de raconter, » dit doucement Henri, « sur des âmes sœurs qui se reconnaissent à travers le temps et l'espace, indépendamment des circonstances dans lesquelles elles se trouvent. »« Tu penses que c'est ce que nous sommes ?» demanda Émilie, le cœur s'accélérant. « Je pense que nous sommes plus que frères et sœurs, plus qu'amis, plus qu'amants potentiels. Nous sommes des parties d'une même histoire brusquement interrompue, cherchant la complétude l'un dans l'autre. » Henri toucha le visage d'Émilie avec délicatesse, comme s'il craignait qu'elle puisse disparaître à tout moment. « Quand je t'ai vue pour la première fois cette nuit-là au manoir, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais expérimenté. Auparavant, une reconnaissance immédiate, comme si mon âme disait « c'est elle, enfin ». J'ai ressenti la même chose, confessa Émilie, des larmes brillant dans ses yeux à la lumière de la lune. C'était comme si j'avais trouvé une partie de moi dont j'ignorais qu'elle était perdue. « Et si nous n'avions pas besoin de choisir ?» demanda Henri, la voix presque un murmure. « Et si nous pouvions être un frère et une sœur qui se sont retrouvés, des partenaires qui transforment des vies à travers le travail ensemble et quelque chose de plus que nous sommes encore en train de découvrir ?» La proposition flotta entre eux, audacieuse et révolutionnaire. Émilie sentit son cœur s'élargir avec des possibilités qu'elle n'avait jamais osé considérer. « Je suis prête à découvrir si tu l'es aussi, » répondit-elle finalement, sans étiquette, sans attente prédéfinie, juste nous, notre histoire partagée et le futur que nous pouvons construire ensemble. Quand les lèvres d'Henri trouvèrent les siennes, Émilie eut l'impression que toutes les pièces de sa vie s'emboîtaient enfin. Ce n'était pas seulement un baiser, c'était une promesse, un nouveau départ, une guérison pour des blessures que tous deux portaient depuis des décennies. Le retour à Ville des Eaux après cette nuit-là fut marqué par une nouvelle énergie entre eux. Ils n'évitaient plus la compagnie l'un de l'autre, ni n'essayaient de supprimer ce qu'ils ressentaient. Au contraire, ils permettaient à leur relation d'évoluer naturellement, sans pression ni définition rigide. L'hôpital, ils restèrent des professionnels dévoués, travaillant côte à côte pour développer le programme de thérapie intégrative. La nouvelle qu'ils étaient frères et sœurs fut partagée avec l'équipe la plus proche, reçue avec surprise et joie sincère. L'histoire de leur retrouvailles, après tant d'années de séparation, inspirait tout le monde, devenant partie de la narration de guérison et d'espoir que l'hôpital lui-même représentait. Dans les mois qui suivirent, Émilie et Henri trouvèrent un équilibre unique, honorant le lien familial qui les unissait, mais se permettant aussi d'explorer la connexion spéciale qui transcendait les liens conventionnels. Ensemble, ils développèrent le programme de thérapie intégrative, transformant l'hôpital Nouvelle Vie en référence nationale dans le domaine. Par un après-midi ensoleillé de printemps, exactement 1 an après leur première rencontre, au manoir, Henri emmena Émilie dans un lieu spécial de la propriété, un jardin récemment construit au point le plus élevé, avec une vue panoramique sur la vallée. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, émerveillée par la beauté de l'espace. Des tilleuls en fleurs créaient une explosion de couleur jaune, tandis qu'une fontaine centrale murmurait doucement. « C'est le
Jardin Marie et Édouard, répondit Henri, ému, en hommage à nos parents. Au centre du jardin, une petite plaque discrète portait les noms complets des parents et l'inscription « dont les enfants, séparés par le destin et réunis par l'amour continue leur héritage de soins et de compassion. » « C'est parfait, murmura Émilie, des larmes d'émotion coulant librement sur son visage. Il serait fier. « J'ai une autre surprise, » dit Henri, la conduisant jusqu'à un banc, en bois sous l'ombre d'un tilleul fleuri. De sa poche, il sortit une petite boîte en velours bleu. À l'intérieur reposait un anneau délicat avec une pierre couleur miel, identique à la teinte des yeux d'Émilie. « Ce n'est pas une bague de fiançailles conventionnelle, » expliqua-t-il, voyant la surprise sur son visage. « C'est une promesse. Que nous serons toujours ensemble, que nous ne permettrons plus jamais au destin de nous séparer, que nous construirons quelque chose qui honore notre histoire unique. »« C'est la plus belle demande que tu pouvais faire, » répondit Émilie, tendant la main pour qu'il place l'anneau à son doigt. Dans ce jardin, sous le regard imaginé des parents qu'ils avaient perdu si tôt, Émilie et Henri scellèrent un engagement qui allait au-delà des définitions conventionnelles. Ils étaient frères et sœurs redécouverts, partenaires de vie et de travail, âmes qui s'étaient reconnues à travers le temps et la distance. L'hôpital Nouvelle Vie prospéra, sous leur direction conjointe, devenant un centre de référence en traitements intégratifs qui attirait patients et professionnels de tout le pays. Le programme de massothérapie initié par Émilie s'étendit pour inclure d'autres thérapies complémentaires, toujours en harmonie avec la médecine traditionnelle que Henri représentait. L'histoire des retrouvailles du frère et de la sœur Durand devint légendaire à Ville-des-Eaux, un témoignage du pouvoir du destin et de la capacité humaine à transcender les pertes et à trouver de nouvelles significations pour l'amour et la famille. Pour ceux qui les connaissèrent de près, la nature exacte de leur relation restait un mystère respecté, une connexion unique qui défiait les catégories conventionnelles. Et ainsi, dans les montagnes sereines des monts de Rocheville, dans un hôpital qui guérissait bien plus que des corps,